tendance actuelle dans nos sociétés modernes, où justement l'aventure, la notion d'aventure, l'esprit d'engagement, la prise de risque a tendance un petit peu à diminuer, un petit peu à disparaître. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir que dans ces années-là, on dit toujours qu'avant c'était mieux, c'est pas le cas dans mon propos, mais en tout cas, on avait des gens qui n'hésitaient pas, et parfois même au péril de leur vie, à s'engager pour découvrir des espaces, inventer, innover, et qu'on doit beaucoup à ces gens-là, pas tant dans le domaine de l'intervention sous la mer, bon, c'est quand même important à noter, mais c'est surtout que cet état d'esprit, cette dynamique qui était peut-être générale, alors parce qu'au sortir de la guerre, parce que dans des années en pleine effervescence, ont apporté et apportent de facto à une société des fondements importants. Et donc, ce qui est, pour faire le lien avec ce que je vous disais en introduction, il est important de rappeler à nos jeunes générations que justement, il faut que perdure cet esprit d'aventure, ce goût de l'aventure, cette notion d'engagement qui pour moi est indissociable de l'aventure. On est obligé, pour vivre une aventure, de s'engager. On ne peut pas rester installé tranquillement chez soi, devant la télévision, dans son canapé, et vouloir vivre une aventure. Dans ces cas-là, il y a effectivement la télévision ou la vidéo qui sont un très bon support. Donc il faut être capable de s'engager et il faut être capable de prendre des risques. Alors, loin de là mon propos, d'autant plus en tant que médecin, de dire qu'il faut prendre des risques inconsidérés. Il faut les calculer, les évaluer, les encadrer. Et c'est ce qu'ont su faire tous ces aventuriers des années 50, 60, 70 et puis après, qui ont œuvré dans le domaine sous-marin et qui, malgré cette prise de risque, cette gestion du risque, ont pour certains, sont allés jusqu'à payer de leur vie cette aventure. Voilà, c'était le rappel que je voulais faire, pour faire un lien avec ce qui a été dit précédemment sur Dumas et toute cette période. Alors, je vais sans transition, si vous me le permettez, vous parler de cette expédition qui me tient à cœur. Alors là, je retire, c'est pour ça résolument que je ne suis pas venu me présenter à vous en uniforme, puisque, indépendamment du fait que le commandant d'école de plongée, le commandant d'AIFAR, m'a demandé de le représenter aujourd'hui, pour les raisons que vous connaissez, c'est surtout à titre personnel que je défends cette expédition, ce projet d'expédition qui me tient à cœur, puisqu'elle vise à aller explorer une épave profonde d'un sous-marin. Et quand je parle d'un sous-marin, pas d'un sous-marin éclaté en débris sur le fond, mais réellement de l'épave d'un sous-marin, qui est le sous-marin Proté, sous-marin français qui a disparu, qui avait disparu de façon complètement, sans information réellement sur sa localisation, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et dont tout l'équipage n'était jamais revenu de mission par une journée de décembre 1943. Alors, je suis embêté parce que je vais essayer d'ouvrir mon PowerPoint. J'espère pouvoir, dans quelques mois, revenir faire ce que j'appelle une grande conférence, c'est-à-dire une conférence plus longue, pouvoir présenter, puis avoir également la chance de rencontrer les gens de Sanary. Je suis hébergé pour l'instant, le projet est hébergé par la ville de La Ciotat, et j'espère que ce projet pourra faire l'objet de conférences et attirer les plus jeunes générations, etc. Alors, le rappel historique concernant le Proté, c'est un sous-marin dans la classe de 1500 tonnes, l'équivalent du Casabianca, qui faisait partie de la 3e escadrille des Baldés, qui volontairement a évité le sabordage de la flotte de Toulon et qui a regagné les côtes nord-africaines pour rentrer dans ce qu'on appelle, ce qu'on va essayer de développer dans le documentaire qu'on va tourner sur cette expédition, le concept véritablement de résistance sous-marine. Puisque ce sous-marin donc, était un sous-marin important, de cette dimension, plus de 100 mètres de long, et qui avait la capacité d'intervenir en immersion jusqu'à 80 mètres. Il était constitué de l'équipage que vous découvrez sur cette diapositive. Dans l'expédition qu'on va mener, il faut bien voir que cette épave, malheureusement, est devenue une sépulture marine, puisque l'ensemble de son équipage, officiers mariniers, membres d'équipage et 5 agents de liaison, 5 agents secrets britanniques, sont encore à l'intérieur, derrière la coque, derrière quelques centimètres de coque. Ils sont malheureusement reposent dans ce que j'ai appelé ce linceul pour l'éternité. Bon, l'ambiance des sous-marins de cette époque, bien évidemment, n'a rien à... Alors, les hypothèses, effectivement, sur lesquelles on travaille, puisqu'on a réouvert le dossier historique, puisque cette épave, comme on va le voir dans un instant, a été redécouvert de façon, pour faire le lien avec l'intervention de notre ami précédemment, de façon presque anecdotique, par un pêcheur qui, à force d'accrocher ses filets sur ce qu'il croyait être un rocher au large de La Ciotat, a fait intervenir des spécialistes qui ont découvert la localisation de l'épave. Donc ces 3 hypothèses concernant le naufrage sont le grenadage en surface, des tirs d'artillerie ou une attaque par l'aviation allemande,
ou enfin le fait que le Proté aurait, je dis bien aurait, traversé un champ de mine, puisque la zone était minée dans laquelle il se trouvait, et donc la possibilité d'avoir une voie d'eau et puis d'être parti sur le feu. Oui. T'as pas d'hypothèse sur un. Alors, justement, c'est là où la question arrive. Je livre exprès dans cet exposé ces trois hypothèses qui sont celles qu'on retrouve dans la presse du moment, ce qu'on retrouve dans les archives, mais effectivement, l'expertise qu'on est en train de mener avec justement des partenaires prestigieux comme ceux de la Marine nationale et des gens de Cefismer, une dernière hypothèse, mais je ne voulais pas vous la livrer aujourd'hui, fera que peut-être on va découvrir autre chose et on va comprendre ce qui s'est passé le jour de ce naufrage. Et volontairement, je n'ai pas abordé cette quatrième hypothèse. Alors la découverte de l'épave, eh bien, elle a été découverte par un pêcheur de Sanary, monsieur Vitello, que j'ai rencontré, qui est vivant, et qui est un monsieur qui a, bon, je ne raconterai pas les circonstances en détail, mais qui est allé voir les gens de la COMEX, monsieur Henri Germain Deloz, qui à l'époque a plongé avec son sous-marin le Rémora, et effectivement a localisé, identifié l'épave et l'a déclarée, l'a inventée, si vous voulez. Et cette épave, pour faire le lien encore avec la question qui a été posée, la marine l'a revendiquée, bien évidemment, et c'est devenu de facto propriété d'État, mais surtout une sépulture maritime. Ce qui veut dire qu'on peut approcher, après autorisation, cette épave, elle est interdite à la plongée, mais surtout, bien évidemment, dans un souci éthique, philosophique, religieux, etc. On ne peut pas, bien évidemment, y pénétrer, on ne la touchera pas, on ne la pénétrera pas, et on respectera, bien sûr, les 73 membres d'équipage qui reposent encore à l'intérieur. Le projet Deep Sea Odyssey, donc la mission Orion, qui vise justement à plonger pour justement découvrir les circonstances du naufrage du Proté, s'articule autour d'un personnage clé que j'ai rencontré quand j'étais jury au festival de l'image sous-marine d'Antibes, où j'ai un petit-fils qui est venu me voir, un petit-fils, hein, il n'a que l'adjectif de petit, puisque c'est un monsieur de 45 ans qui est venu me rencontrer et qui m'a dit « Vous êtes plongeur dans la marine, vous avez fait déjà des expéditions avec Jean-Louis Etienne, etc. » Je connais votre parcours. Voilà, je vous explique, mon problème, c'est que en vidant la maison de mon père qui vient de décéder il y a 1 mois et demi, j'étais au grenier, j'ai ouvert une boîte, et dans la boîte, j'ai découvert des photos de mon grand-père, dont on ne m'avait jamais parlé, qui était mort à la guerre, sur un champ de bataille, bref, avec une croix de guerre et des photos d'un sous-marin. Et en remontant une enquête familiale, j'ai découvert qu'on m'avait caché depuis tout petit que mon grand-père avait été un des héros de la Seconde Guerre mondiale et il reposait dans le sous-marin Proté et qu'il était quelque part en Méditerranée, qu'il n'était jamais revenu en mission, et que sa grand-mère, veuve, avait été enceinte au moment de ce drame, en 1943, elle avait accouché de son garçon, qui était devenu le père du monsieur que je rencontrais. Donc, ce fameux Jean Burté est un homme clé de notre aventure, parce que c'est un homme très attachant, si vous voulez, il y a 2 générations, et ce type-là revient, réouvre la boîte de son histoire personnelle, et il va nous permettre, à travers ça, de réouvrir la boîte de héros de la Seconde Guerre mondiale, qui sont allés jusqu'à payer de leur vie pour faire qu'on puisse être là où on est. Les écoles de la Ciotat, Toulon, etc., c'est pas encore fait. Et programme scientifique, puisque comme on va intervenir à 120 mètres de profondeur, on est résolument dans des plongées très engagées, c'est ce que j'appelle souvent notre Everest. On ne descend pas à 120 mètres ou à 130 mètres sans une superbe préparation, sans un entraînement physique et sportif adapté avec un contrôle d'un certain nombre de paramètres. Et ça correspond pour moi, en tout cas c'est comme ça que je vais le vivre, à une ascension sur l'Everest, enfin, sur un Napurna. Alors on va procéder de la façon suivante, on va essayer de mélanger un savoir-faire complet. Envoyer un plongeur ou des plongeurs, c'est prendre beaucoup de risques. Je vous expliquerai le profil de décompression. Pour faire simple, 10 minutes de plongée sur cette épave, c'est 3 heures de palier de décompression, avec tous les risques que ça engendre. Donc on va profiter de tout le savoir-faire. Les engins téléguidés depuis la surface, qu'on appelle les ROV, la possibilité d'intervenir avec des scaphandres à pression atmosphérique, etc., etc. Donc il y a toute une chaîne de moyens mis en œuvre dans lequel la plongée sous-marine sera un des éléments. Ce sera peut-être le temps fort, parce qu'encore une fois, dans toute histoire d'homme, si l'homme lui-même ne s'engage pas et ne va pas au contact des éléments, pour moi il n'y a pas d'aventure. Si c'est toujours des robots qui se déplacent et que l'homme est en surface derrière un joystick, c'est pas à mon sens suffisant. Donc la partie plongée sera une partie quand même importante. Et on terminera, si on en a les moyens financiers, par une plongée à saturation à la verticale de l'épave. Une barge sera installée avec une installation hyperbare dans laquelle les plongeurs vivront plusieurs jours, comme l'expérience que vous a rapporté le commandant Lucas, qui vient de vivre à la Cefismer avec la plongée à saturation à 100 mètres. C'est-à-dire qu'on met
On enferme, comme dans un loft, si vous me passez l'expression, 5 plongeurs ou 4 plongeurs. On va les mettre en pression pendant plusieurs jours et ils seront à la pression équivalente sur le fond. Donc chaque jour, ils n'auront pas à sortir du caisson puisqu'ils vivront en pression dans le caisson. Ils seront descendus par une tourelle qui les descendra à proximité de l'épave et ensuite, en ouvrant le fond de la tourelle, ils pourront sortir de la tourelle et marcher sur le fond au contact du sous-marin, faire le tour avec un ombilique. C'est un petit peu l'équivalent des sorties dans l'espace pour les spationautes qui vont sur la station spatiale internationale ou qui vont faire des missions de sortie extravéhiculaire dans l'espace. On est vraiment dans ce domaine, dans des environnements extrêmes, aussi extrêmes qu'un voyage dans l'espace. Les contraintes physiologiques pour aller à 130 mètres sont équivalentes, et je pèse mes mots, contraintes physiologiques, contraintes liées à l'environnement sur le corps humain, sont identiques et sont aussi importantes que celles d'une sortie extravéhiculaire dans l'espace. Alors d'un côté, on est en hypobarie, avec des problèmes de gaz, de diffusion, etc. Alors que là, on est en hyperbarie. Mais les contraintes sont identiques. L'isolement, le confinement, etc. Beaucoup de choses à l'exposé d'aujourd'hui. Et enfin, la campagne de plongée à saturation. Là, je fais juste une petite digression pour vous dire que pour moi, c'est presque non pas ma danseuse, mais c'est presque la cerise sur le gâteau. J'ai vécu tout jeune abreuvé par l'histoire justement de ces aventuriers de la plongée qui ont été les Mousquemers, et puis ensuite toute l'aventure de la Marine nationale, de la COMEX, avec ses plongées profondes à grande profondeur, vous savez, les fameux records, les plongées Hydra, etc. etc. Et quelque part, moi, je ne suis pas d'une culture saturation, puisque la saturation s'est arrêtée dans la Marine nationale dans les années 90, pour les raisons qui vous ont été évoquées par le commandant Lucas. Donc, moi, je suis arrivé dans la médecine de la plongée, après mes études, je rêve de la saturation, je sais qu'elle existe, je sais qu'elle se fait dans le domaine industriel, que la marine le fait, et pour l'instant, je ne suis pas encore au bon poste à Cefismer, donc je la vois de loin, et je me dis que finalement, il ne faut pas attendre que les choses arrivent, il faut les provoquer, et l'idée, effectivement, de mener cette campagne de plongée à saturation sera vraiment pour moi, à titre personnel, la quintessence de notre et de mon aventure. Puisque le but, encore une fois, c'est de rentrer dans une enceinte, d'être enfermé pendant 10 jours, et de se dire que pendant 10 jours, quoi qu'il arrive à l'intérieur, quel que soit le niveau d'urgence médicale, on ne pourra pas venir vous chercher, on ne pourra pas vous sortir. Puisque si on vous sort, effectivement, la décompression est explosive, et c'est l'accident de décompression, c'est la paralysie, c'est la mort. Donc on est réellement, alors qu'on est sur une barge, à la verticale d'une épave, on est réellement dans un isolement et dans un confinement qui, pour moi, correspond à une mission, vous n'y voyez pas là du tout un orgueil ni quoi que ce soit, mais un niveau de contrainte et d'engagement équivalent à un aller-retour sur la Lune. Puisque pendant 10 jours, de toute façon, il n'y a absolument pas de possibilité de sortir de cette enceinte fermée et donc de pouvoir être... Alors effectivement, possibilité de faire intervenir Orion, cette exploration du Proté, ce projet d'expédition, enfin ce qui n'est plus un projet d'ailleurs, Deep Sea Odyssey, reste avant tout une aventure technique, historique, scientifique, parce qu'il y a quand même des éléments non dissociables de la partie physiologie humaine, et surtout avant tout, et c'est ce qui m'attire dans ces projets, une aventure humaine qui regroupe des hommes en vue de réaliser non pas un exploit sportif, mais retracer une aventure. Je vous remercie pour votre attention.